La chimie de la vie s'est construite autour de 5 atomes: carbone, oxygène, hydrogène, azote et phosphore, qui représentent 98% de la masse d'un être vivant, et autour de la molécule d'eau liquide, à la fois solvant, réactif et produit du métabolisme, et qui représente environ 80% de sa masse. Cette eau vitale doit donc pouvoir entrer et sortir des cellules en fonction de ses besoins. Les plantes, comme cet échium, prélèvent d'importantes quantités d'eau dans le sol, mais se déshydratent aussi très rapidement par forte chaleur. Les animaux boivent pour hydrater leurs cellules, mais également pour éliminer les déchets azotés de leur métabolisme. Les reins de l'homme filtrent 180 litres de plasma, réabsorbent 178 litres d'eau par jour et éliminent 2 litres d'urine, qui doivent être compensés par l'absorption de 2 litres d'eau. Ces mouvements d'eau, rapides et importants à travers la membrane cytoplasmique, sont d'origine cellulaire et peuvent se mettre en évidence en TP en mettant un épiderme d'oignon rouge dans un milieu hypertonique très concentré en soluté, puis en le plaçant dans un milieu hypotonique comme de l'eau distillée. Ces différences de concentration en soluté entre les deux faces de la membrane cytoplasmique créent un gradient de pression osmotique à l'origine de mouvements d'eau régis par les lois de l'osmose. Dans un milieu hypertonique, comme une solution concentrée en saccharose, la cellule épidermique se contracte sous l'effet de la sortie d'eau, sa membrane se décolle de la paroi et sa vacuole se concentre en cyanidine, un pigment organique rouge. Dans un milieu hypotonique, comme l'eau distillée, la cellule gonfle sous l'effet de l'entrée d'eau, la membrane cytoplasmique poussée par la pression osmotique de l'eau vient se plaquer contre la paroi squelettique et la vacuole se décolore. La paroi squelettique de la cellule végétale bloque l'augmentation de volume de la cellule, mais avant que la membrane de cette cellule ne vienne se plaquer entièrement contre la paroi, elle éclate sous l'augmentation de la pression de turgescence qui est entrée par osmose du milieu extracellulaire hypotonique vers le cytosol hypertonique. On met donc en évidence la semi-perméabilité de la membrane cytoplasmique, qui est perméable rapidement et massivement à l'eau, petite molécule polaire dans les deux sens, mais est imperméable aux grosses molécules et aux organites bien évidemment. Ces mouvements d'eau par osmose se mettent également en évidence avec des globules rouges de mammifères. Ces disques biconcaves d'environ 8 micromètres de diamètre et 2 micromètres d'épaisseur, placés dans une solution concentrée en chlorure de sodium, se contractent, deviennent plus petits et crénelés, alors que dans un milieu hypotonique, ils gonflent, deviennent sphériques et finissent par éclater par hémolyse, libérant l'hémoglobine qui rosille la solution et finit par précipiter au fond du tube. Comment expliquer ces mouvements d'eau massifs et rapides à travers la membrane cytoplasmique? Pendant longtemps, on a expliqué ces mouvements d'eau par la diffusion simple selon les lois de l'osmose, comme on peut le modéliser à travers la membrane synthétique en cellophane de l'osmomètre de Dutrochet. La feuille de papier cellophane joue le rôle de membrane, ferme la partie inférieure de l'ampoule de l'osmomètre, qui contient une solution colorée hypertonique de saccharose, et la sépare d'une solution d'eau distillée hypotonique, dans lequel l'osmomètre est plongé. On observe que le niveau dans le tube monte lentement, ce qui dilue le colorant, mais que le colorant ne descend pas dans le cristallisoire, dont l'eau n'est pas sucrée. Le solvant a diffusé du bas vers le haut, à travers la membrane de cellulose, de la solution hypotonique vers la solution hypertonique, et cela passivement, sans apport d'énergie. La différence de concentration provoque une différence de pression osmotique qui engendre un déplacement du solvant à travers la membrane et une dilution de la solution la plus concentrée. L'eau diffuse dans les deux sens, mais le flux net le plus important a lieu de la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée, ce qui la dilue, jusqu'à ce que la pression hydrostatique produite compense la pression osmotique, ce qui peut prendre plusieurs heures. La membrane de cellulose est donc semi-perméable, perméable à l'eau dans les deux sens, par simple diffusion. On voit bien que l'on ne peut expliquer les phénomènes de plasmolyse et de turgescence de la cellule végétale, d'hémolyse des globules rouges, par simple diffusion à travers la membrane cytoplasmique, qui est trop lente et limitée en volume d'eau.
La membrane cytoplasmique de 7,5 nanomètres d'épaisseur, comme toutes les membranes biologiques entourant les organites de la cellule, est trop fine pour être observée au microscope optique, dont la résolution n'est que de 100 nanomètres. Seul le contraste entre le milieu extracellulaire et le cytosol, coloré ici en bleu, suggère la présence autour du cytoplasme de cette cellule épithéliale buccale humaine d'une membrane cytoplasmique fine et continue. La structure tripartite dissymétrique de la membrane est révélée grâce au microscope électronique à transmission, ou MET, de résolution 0,1 nanomètre. Sur des coupes fines de cellules fixées au tétroxyde d'osmium, opaques aux électrons, la membrane cytoplasmique apparaît au grossissement 300 000, composée de deux feuillets sombres denses aux électrons d'environ 2 nanomètres d'épaisseur chacun, séparés par un feuillet clair central de 3,5 nanomètres. Le feuillet sombre externe possède le plus souvent un revêtement fibreux appelé cell coat ou glycocalyx et est donc plus épais que le feuillet sombre interne. Comme les substances liposolubles pénètrent plus vite dans la membrane que les substances hydrosolubles, Overton conclut en 1899 que la membrane cytoplasmique est formée d'une couche continue de lipides. La structure tripartite de la membrane cytoplasmique est donc due à sa nature lipidique, composée de phospholipides de la famille des phosphoglycérides pour plus de 50%, de cholestérol, de glycolipides et d'acides gras. Un phospholipide est construit autour d'une molécule de glycérol estérifiée à un résidu phosphate, lequel est lié à une molécule de choline polaire chargée qui forme la tête ou pôle hydrophile du phospholipide. À l'opposé, le glycérol est lié par deux liaisons ester à deux molécules d'acide gras dont les chaînes hydrocarbonées sont apolaires et forment les queues hydrophobes du phospholipide, qui est donc une molécule amphiphile. Les phospholipides sont donc des molécules amphiphiles qui s'organisent en milieu aqueux en minimisant les interactions de leur chaîne hydrocarbonée avec l'eau et forment spontanément une bicouche de phospholipides d'orientation inverse, comme on le voit ici avec ces trois phospholipides qui font face à trois autres phospholipides par leur acide gras hydrophobe. L'hémimembrane externe fait face par ses pôles hydrophiles au milieu extracellulaire aqueux et l'hémimembrane interne par ses pôles hydrophiles au milieu intracellulaire aqueux. Les deux pôles hydrophiles sont orientés vers les milieux aqueux intra- et extracellulaires, ce qui explique les deux feuillets sombres, et les pôles hydrophobes se font face, créant dans la membrane un domaine fortement hydrophobe qui forme le feuillet clair. On comprend donc que les petites molécules d'eau polaires et chargées d'environ 0,1 nanomètre se concentrent au contact des faces externes et internes de la membrane et soient absentes dans la membrane. La structure particulière de la membrane est visible après cryofracture au grossissement 75 000. Lorsque la fracture est tangentielle, la membrane se clive en son milieu et montre des particules globulaires de 5 à 10 nanomètres enchâssées dans la membrane qui apparaît avec cette technique composée de deux couches facilement clivables. Les protéines transmembranaires font saillie de part et d'autre de la membrane, alors que d'autres protéines membranaires se trouvent enchâssées uniquement dans l'une des deux hémimembranes. La membrane des globules rouges est constituée de 45% de lipides et de 60% de protéines en masse, soit environ 75 molécules de lipides pour une molécule de protéines. Le nombre de protéines peut dépasser 3000 par micromètre carré, soit plus de 450 000 protéines pour la membrane d'un seul globule rouge. La membrane cytoplasmique est asymétrique tant au niveau de sa composition en lipides qu'en protéines et de son ultrastructure. La membrane cytoplasmique de cette cellule, comme celle de tous ses organites, limitée par une ou deux membranes, que l'on devine ici au grossissement 600, présente la même composition chimique lipoprotéique et la même ultrastructure tripartite particulière que la membrane cytoplasmique de base. L'unité structurale et chimique des membranes d'une cellule délodée, par exemple, permet, grâce au mouvement de cyclose qui brasse son cytoplasme, un flux endomembranaire permanent entre les organites de la cellule limitée par une ou deux membranes. Cette dynamique assure une complémentarité et une continuité fonctionnelle entre les organites grâce au transport de vésicules limitées par une membrane qui bourgeonne d'un organite pour fusionner avec un autre. Ce transport permet également, grâce à l'exocytose, la sécrétion des protéines libérées par la cellule, comme les enzymes, et l'apport de nouvelles protéines, comme les aquaporines, intégrées à la membrane. Inversement,
L'endocytose assure l'importation de milieux extracellulaires dans la cellule, voire de cellules entières comme ces levures, phagocytées par un hémocyte d'huître. L'unité membranaire permet enfin la fusion de cellules, comme lors de la fécondation de cet ovocyte d'oursin par un spermatozoïde, puis la division cellulaire ici d'une cellule œuf d'oursin, ainsi que la reproduction asexuée par bourgeonnement chez la levure du boulanger. Les membranes biologiques sont donc composées d'une bicouche de phospholipides d'orientation inverse, dont les pôles hydrophobes se font face au centre de la membrane et dont les pôles hydrophiles s'orientent vers le milieu aqueux. De nombreuses protéines intrinsèques sont solidement enchâssées par leur hélice alpha hydrophobe dans la zone hydrophobe de la bicouche, et seuls leurs domaines hydrophiles font saillie dans le milieu extracellulaire ou dans le cytosol. Des protéines extrinsèques hydrophiles sont faiblement liées aux pôles hydrophiles des phospholipides. Les petites molécules d'eau bipolaires et d'environ 0,1 nanomètre ne peuvent pas franchir la barrière hydrophobe imperméable formée par les pôles hydrophobes des phospholipides. Cependant, l'agitation moléculaire et les interactions faibles permettent aux phospholipides de se déplacer spontanément et aléatoirement dans la membrane par des mouvements latéraux dans le plan de chaque hémimembrane, de rotation sur eux-mêmes, de flexion et de bascule, dit flip-flop, d'une hémimembrane à l'autre. Les mouvements des phospholipides et des protéines dans cette mosaïque fluide qu'est la membrane créent des brèches dans la bicouche à travers lesquelles passent dans le sens du gradient osmotique les petites molécules d'eau, ce qui explique la diffusion simple qui est donc lente et limitée en volume. Comment expliquer les mouvements rapides et massifs d'eau observés lors de la plasmolyse et de la déplasmolyse des cellules? La réponse est venue en 1992 de Peter Agre et de ses collaborateurs de l'Université de médecine de Baltimore aux USA, qui ont découvert par sérendipité une petite protéine abondante dans la membrane des globules rouges humains et qu'ils suspectent d'être un canal transmembranaire à eau. Peter Agre la baptise CHIP28 pour Channel Integral Protein de 28 kDa de masse molaire, soit 28 000 g par mol. Pour démontrer son rôle, il détermine sa séquence d'acides aminés, construit la séquence d'ADN complémentaire qui la code et synthétise dans un système acellulaire des ARN messagers CHIP28. Il prépare ensuite deux lots identiques d'ovocytes de Xénope, peu perméables à l'eau, le lot 1 dans lequel il injecte de l'ARN messager codant CHIP28, et le lot 2 témoin d'ovocytes sans ARN messager CHIP28. Les deux lots d'ovocytes sont ensuite transférés au temps T0 dans une solution très hypotonique, puis observés en continu par vidéomicroscopie. Ils mesurent ensuite leur volume relatif au cours du temps, rapport entre volume Vt à un instant T et le volume initial V0 de l'ovocyte mesuré au temps T0. On voit ici en accéléré l'évolution du volume relatif et de la forme des ovocytes CHIP28 en haut et en bleu, par rapport aux ovocytes témoins en rouge et en bas, au temps 0, puis à 0,5 minutes, 1,5 minutes, 2,5 minutes et 3 minutes, à partir duquel les ovocytes CHIP28, après s'être déformés, éclatent, alors que les ovocytes témoins conservent leur forme et leur volume relatif, encore 1 heure après l'expérience. La faible augmentation du volume relatif des ovocytes témoins, de 1 à 1,05, montre que les ovocytes sont perméables à l'eau qui entre dans le sens du gradient osmotique par simple diffusion. Par contre, les ovocytes ayant reçu l'injection d'ARN CHIP28 ont rapidement augmenté de taille, passant d'un volume relatif de 1 à 1,4 avant d'exploser par rupture de leur membrane cytoplasmique, qui n'a pas résisté à la pression de turgescence de l'eau et qui est rentrée rapidement et massivement par osmose. Or, la seule différence entre les deux lots est l'injection d'ARN messager codant pour CHIP28. On peut donc en déduire que les ARN messagers ont été traduits en protéines CHIP28, qui a ensuite été intégrée à la membrane, facilitant la diffusion de l'eau. Peter Agre et ses collaborateurs viennent de découvrir la première d'une très longue liste de protéines canal à eau, appelées aquaporines, qui forment des pores perméables aux molécules d'eau dans toutes les membranes biologiques. Pour la découverte de la première aquaporine CHIP28, nommée AQP1, Peter Agre a eu le prix Nobel de chimie en 2003.
Les aquaporines, découvertes dans toutes les espèces prokaryotes bactériennes, eucaryotes animales, végétales et mycéliennes, permettent à la cellule d'adapter son osmolarité à son milieu et d'absorber ou de sécréter de l'eau, dans le sens du gradient osmotique, rapidement et massivement à travers leur canal à eau, et cela passivement sans dépenser d'énergie. Depuis la découverte de l'aquaporine 1 par Peter Agre en 1992, plus de 500 aquaporines ont été découvertes et séquencées chez tous les êtres vivants. Ces protéines homologues sont codées par des gènes homologues qui appartiennent à la famille multigénique des MIP pour Major Intrinsic Proteins, nommés ainsi en raison de leur abondance dans les membranes cellulaires. Chez l'homme, on connaît plus de 13 aquaporines, présentes dans de nombreux organes et tissus. L'aquaporine 1 dans les globules rouges maintient sa forme de disque biconcave. L'aquaporine 5 dans les poumons permet de fluidifier les sécrétions pulmonaires, dans les glandes lacrymales de produire les larmes et dans les glandes salivaires de sécréter la salive. Dans les reins, qui filtrent 180 litres de sang par jour chez l'homme, c'est un ensemble de 7 aquaporines, numérotées 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, qui permettent de réabsorber 178 litres d'eau, ce qui limite l'excrétion urinaire à environ 2 litres d'eau par jour. Comment une chaîne d'acides aminés qui diffèrent par leur chaîne latérale peut-elle se replier pour faire un canal à eau? L'aquaporine 1 est composée de 269 acides aminés qui diffèrent par leur chaîne latérale et qui sont reliés entre eux par des liaisons peptidiques CONH planes qui imposent une conformation native stabilisée par des liaisons hydrogènes. Cette structure secondaire est formée de 6 hélices alpha intramembranaires numérotées de 1 à 6, composées d'au moins 20 acides aminés hydrophobes, comme on le voit ici avec la première hélice du côté N-terminal, composée des 37 premiers acides aminés de l'aquaporine 1. Les hélices alpha, représentées ici en rouge, sont reliées par 5 segments d'acides aminés plus hydrophiles, formant les boucles A, B, C, D et E, représentées en bleu et qui font saillie dans le milieu extracellulaire ou dans le cytosol. Deux motifs de 3 acides aminés successifs nommés NPA, avec N pour l'asparagine ou ASN, P pour la proline ou pro et A pour l'alanine ou ALA, se retrouvent dans toutes les aquaporines des êtres vivants et sont indispensables à leur fonction de canal à eau. Le motif NPA de la boucle B, formé de ASN 69, Pro 70 et ALA 71, s'associe au motif NPA de la boucle E, éloigné sur la structure primaire, et formé de ASN 185, Pro 186 et ALA 187. Pour se regrouper dans la structure secondaire 3D au centre du canal à eau, en forme de sablier, et former une constriction d'environ 0,3 nanomètres de diamètre, nécessaire au flux d'eau. La structure 3D des aquaporines, comme celle de l'aquaporine 5 humaine, déterminée par cristallographie au rayon X, est disponible et téléchargeable dans la banque PDB et visualisable avec LibMol en ligne. Les nombreuses fonctionnalités de LibMol permettent de donner un sens biochimique à la structure de l'AQP5 et de la contextualiser dans l'environnement de la bicouche phospholipidique, dans laquelle elle va s'insérer pour y réaliser sa fonction de protéine canal à eau. Dans l'onglet Séquences, on voit que l'aquaporine 5 est composée de 4 chaînes polypeptidiques A, B, C et D de 245 acides aminés que l'on affiche en mode ruban et qui apparaissent de 4 couleurs différentes. AQP5 est donc un homotétramère de 4 monomères d'aquaporine, reliés entre elles par des liaisons faibles qui stabilisent sa structure quaternaire. La chaîne B, par exemple, est une protéine de 245 acides aminés, dont les extrémités N et C terminales baignent dans le cytoplasme, ce qui nous permet de l'orienter verticalement, avec le cytosol en bas et le milieu extracellulaire en haut. Comment expliquer que cette protéine puisse s'intégrer dans la bicouche phospholipidique ? La chaîne B est formée de 6 hélices alpha, composées d'au moins 20 acides aminés hydrophobes, qui sont reliés par 5 boucles d'acides aminés notées A, B, C, D et E. Les 6 hélices alpha hydrophobes permettent à l'aquaporine 5 de s'intégrer solidement dans la membrane cytoplasmique grâce à des interactions hydrophobes avec les acides gras et de la traverser de part en part, alors que ces domaines d'acides aminés plus hydrophiles font saillie et sont en contact avec les milieux aqueux extra- et intracellulaires. En vue de face, depuis le milieu extracellulaire, on voit au centre de la protéine un vestibule conique
qui se poursuit par un canal en forme de sablier qui permet la communication entre le milieu extracellulaire et le cytosol. Le centre du canal est composé de 2 motifs NPA, de 3 acides aminés très hydrophiles, des boucles B et E, qui sont conservées dans toutes les aquaporines et indispensables à leur fonctionnement de canal à eau. L'asparagine, ASN ou grand N, est associée à la proline, Pro ou grand P, et à l'alanine, ALA ou grand A. Lors de l'acquisition de la structure tertiaire, stabilisée par des liaisons faibles hydrogène, le motif NPA de la boucle B s'associe au motif NPA de la boucle E au centre du canal pour former, sur une hauteur d'environ 2 nanomètres, la constriction du sablier. Une molécule d'eau unique d'environ 0,1 nanomètre traverse la constriction dans le sens du gradient osmotique sans résistance car elle forme des liaisons hydrogènes transitoires avec les asparagines voisines. Finalement, le canal à eau d'un monomère d'aquaporine est donc constitué d'un vestibule extracellulaire et intracellulaire d'environ 3 nanomètres de diamètre contenant de l'eau en solution unie au centre par un étranglement central de 2 nanomètres de longueur et de 0,3 nanomètres de diamètre où les molécules d'eau passent en file indienne dans le sens du gradient osmotique, et cela passivement, sans consommer d'énergie. Le tétramère aquaporine 5, vu de face, est formé par l'association de 4 monomères d'aquaporine, construits sur le même modèle, avec un canal à eau en forme de sablier, et une constriction centrée autour des 2 motifs NPA, liés au centre du canal de chaque monomère, et qui apparaissent excentrés sur la structure quaternaire. L'association de 4 monomères d'aquaporine augmente d'un facteur 4 le débit d'eau à travers la membrane par rapport aux monomères. Ainsi, grâce au canaux à eau des aquaporines, plus de 3 millions de molécules d'eau par seconde traversent la membrane cytoplasmique qui chimiquement leur est imperméable, sauf faiblement par simple diffusion entre les phospholipides, profitant de l'agitation moléculaire de la bicouche. On comprend mieux avec la présence de milliers de molécules d'aquaporine dans la membrane d'une cellule et la diffusion facilitée qui en découle, la vitesse de la plasmolyse et de la déplasmolyse observée en TP et qui peut aller jusqu'à l'éclatement de la membrane. L'efficacité de la diffusion facilitée passive de l'eau à travers les aquaporines et la sélectivité à l'eau de leur canal inspirent de nombreux systèmes de purification de l'eau qui par biomimétisme cherchent à mettre au point une membrane biomimétique de filtration et de dépollution passive de l'eau sans apport d'énergie.